inconscient. Notre tissu industriel et touristique a été fait par appel, et bancaire a été fait par appel public à l'épargne. Mais c'était de l'appel public à l'épargne obligé et qui n'était pas encadré. Et donc je pense qu'on peut aussi refaire le même schéma d'appel public à l'épargne pour financer les régions et les petites entreprises. Tout à fait, Sifarid. La tunisification des entreprises a été faite ainsi, à travers un appel public à l'épargne. Et paradoxalement, ces entreprises qui sont considérées comme jusqu'à aujourd'hui faisant appel public à l'épargne ne sont toujours pas venues au marché. On connaît bien la liste des sociétés faisant appel à l'épargne qui ont été créées ainsi depuis juste après l'indépendance. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à les convaincre. C'est-à-dire pourquoi les conditions étaient semblables. Quand il y a eu création du marché alternatif, tout le monde n'était pas convaincu, notamment au niveau politique. Et donc, il y avait un avantage qui existait pour le marché financier, pour la cote. Et donc, quand on a voulu faire passer la pilule, si jamais on devait créer un autre marché avec d'autres conditions, on risquait de perdre les avantages accordés aux entreprises de la cote. Donc, on a dit, ça va être un marché de la cote. Et donc, tout ce qui est règles de divulgation, notamment, qui existaient dans la loi, on ne pouvait pas les toucher. C'est-à-dire, on n'a pas touché du tout la loi. Et donc, on devait reconduire l'ensemble des obligations à la charge des entreprises, donc de la cote sur ces entreprises-là. D'autant plus que on venait de sortir d'une loi de renforcement de la sécurité financière, et donc on ne pouvait pas contredire quand même un cheminement que nous approuvions. Et c'est pour ça que sur le plan effectivement divulgation, il y a ça. La troisième composante importante, c'est que où on situerait le marché alternatif, parce qu'en fait il y a des entreprises fermées, familiales, qui sont sur le marché, sur le hors-cote, qui ont des obligations de divulgation. Est-ce qu'on admettrait que les entreprises du marché d'une cote auraient des obligations de divulgation moins importantes que celles qui sont fermées et familiales? Notamment celles qui sont faisant appliquer à l'épargne par leur émission obligataire, mais qui restent à capital fermé, vous voulez dire? Tout à fait. Tout à fait. Autre intervention? Sinon, j'ai... Tfadal. Je voulais juste faire un commentaire au niveau pourquoi on n'arrive pas à attirer. Si on n'arrive pas à attirer des entreprises, c'est peut-être qu'on n'a pas le bon outil marketing, c'est-à-dire des consultants qui sont payés ou des gens qui sont payés de la bourse pour aller correctement démarcher et présenter des arguments aux entreprises et même les accompagner. L'idée de la mise à niveau, moi je pense qu'elle est à revoir. C'est une excellente idée parce que ça constitue une cible. Je pense que la bourse, comme à New York, doit avoir des vendeurs, des commerciaux, bien sûr d'un certain niveau, qui vont là-bas, qui font le dossier et qui font toute la démarche pour attirer l'entreprise. Et que ça doit être, et ces gens-là seront même aussi payés en fonction des entreprises qui la portent en bourse. C'est une démarche qui est différente de celle que l'État, c'est-à-dire qu'on doit considérer la bourse comme un produit qui est à vendre. Tout à fait. Alors justement, j'ai à mon tour aussi une question, qui est un retour de question à Karim Ernim, qui représente le métier de capital risque en Tunisie. Nous savons très bien, Karim, que le procès qui a été fait aux gestionnaires de capital risque est plus derrière nous que devant nous. Les choses sont comme en train de changer. Petit à petit, mais sont comme en train de changer. Alors aujourd'hui, il paraît qu'il y a quelques 1700 entreprises dans vos portefeuilles. Quel est le sort maintenant de ces entreprises-là, à ton avis, en termes de sortie? Oui. Alors, c'est vrai que les SICAR, déjà, donc, à travers les contrats de portage, en fait, qui se sont accumulés sur les dernières années, aussi à travers... je ne vais pas remettre en cause un petit peu les décisions d'investissement, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu un travail de sélection en amont qui a été bien fait. C'est vrai que chaque SICAR, en fait, a dans son portefeuille
des lignes de participation litigieuses en quelque sorte. Et bon, en tant qu'actionnaire, parce qu'on a le statut d'actionnaire, donc réellement on assume tous les risques. Pour le moment, donc, il n'y a pas vraiment un travail d'ensemble qui a été fait par l'association pour faire ça. Je ne sais pas si c'est le rôle d'abord de l'association, mais je confirme que chaque en fait, opérateur a déjà un certain nombre de lignes sur lesquelles il connaît des problèmes, tout à fait. Et d'une manière générale, quelle est l'issue, la sortie? C'est la reprise par le promoteur jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours? En fait, il s'agit en grande partie, c'est des participations qui ont été faites en portage. Et donc je voudrais juste préciser, je retournais un petit peu sur le terme portage que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc en fait, le terme portage, c'est un rachat à un prix qui est déterminé à l'avance, ou prédéterminé, donc qui est indépendant des réalisations de la société. C'est une obligation unilatérale ou bilatérale? C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Moi, je suis engagé par un rachat, mais si vous trouvez un marché qui offre un meilleur prix pour la revente, pourquoi pas? Est-ce que c'est un engagement de la part de l'entrepreneur uniquement ou de la part de l'entrepreneur et de l'investisseur? D'accord. C'est un engagement synalagmatique. Un engagement synalagmatique, c'est en fait c'est un engagement simultané d'achat et de vente. Donc réellement, à partir du moment où une partie est défaillante, on peut passer au next step en fait et essayer réellement de trouver acquéreur de cette participation si jamais donc la société est viable sur le plan économique, bien sûr. Merci. Je souhaiterais simplement rebondir sur ce que vient de dire Meher Khalel. Si Meher, la bourse de Tunis, elle est ce qu'elle est. Elle est loin des pratiques ou des meilleures pratiques à l'étranger, notamment aux États-Unis. Je suis parmi ceux minoritaires, sans doute, et c'est pour ça qu'on a doté la bourse de Tunis d'un département commercial. J'étais personnellement contre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je considère qu'une bourse qui va faire du marketing pour introduire des sociétés de bourse, c'est comme si un constructeur automobile rentrait en concurrence avec ses propres concessionnaires. Parce que nous, en tant qu'intermédiaires en bourse, on est des concessionnaires de la bourse. Et c'est à nous de faire ce travail-là. Parce que je vous donne une situation pratique. Et si le fameux commercial de la bourse obtient l'accord du promoteur pour s'introduire en bourse, vers quel intermédiaire il va router l'opération? Tu ne sais pas. Là, il ne peut pas. Est-ce que c'est lui qui va lui dire non. Moi, je pense que nous sommes au tout début du gisement. Les bourses européennes et américaines sont arrivées à cette organisation, notamment à l'Alternex, parce que le plus gros du gisement a été entamé. Les sociétés qui devaient s'introduire se sont introduites. Comme disent les chrétiens, la messe était dite. Il se trouve qu'en Tunisie, nous sommes juste dans la configuration contraire. Que le plus clair des entreprises dans le giron du public ou dans le giron du privé sont hors bourse. Et que malgré le fait que quelques banquiers continuent à croire qu'on ne fait pas notre boulot de terrain, nous le faisons, et nous le faisons beaucoup et pleinement. Et j'aimerais les voir à notre place, parce que quand vous rentrez pour convaincre une société comme la vôtre, Simer, qui avait une dette qui était pricée à moins que le risque de l'État tunisien. Toi qui es centralien, tu as compris. Hein, on ne peut pas, quel que soit le groupe, avoir une cotation de la dette à moins que le souverain tunisien dans sa monnaie. Il n'y avait aucun intérêt pour le groupe de s'y introduire en bourse. Et le groupe s'est introduit en bourse pas pour lever des fonds, pour d'autres problématiques. Donc nous faisons notre boulot. Le resserrement des crédits, moi je suis convaincu qu'il va beaucoup aider les entrepreneurs à se rendre compte que le robinet du crédit s'est arrêté, fort heureusement, et qu'à terme, le marché financier devra constituer une alternative extrêmement sérieuse à l'État tunisien pour les affaires confisquées, mais aussi à la privatisation, cette fois à la vraie privatisation, mais aussi aux entreprises privées, parce que les banques devraient définitivement s'interdire de financer des entreprises qui n'ont pas les niveaux de fonds propres requis par rapport à la dette demandée. Et c'est une circulaire qui existe à la Banque centrale, hein, qui n'a jamais été appliquée par ailleurs. Voilà, donc quelle est la réalité des choses? Maintenant, demander à la bourse, si l'autre Firzem qui est là, qui est notre... Je ne sais pas si ça... C'est enfin le responsable qui va s'occuper de ça.
C'est quelqu'un qui va aller, à mon sens, vendre la bourse en tant que bourse, parler de la bourse en tant que vertu, d'aller s'introduire pour régler le problème patrimonial, les fonds propres, la liquidité des titres, enfin tout le texte. Mais je pense que le vrai rôle doit être joué par les intermédiaires en bourse. Et les intermédiaires en bourse, vous pouvez me croire, sont en train de jouer ce rôle. Et vous allez voir que dans 24 mois, on aura beaucoup plus d'introductions qu'avant sur la bourse de Tunis. Et je termine en disant que la bourse de Tunis est certes ouverte à beaucoup d'entreprises, mais pas à n'importe quelle entreprise. Parce que c'est une élite d'entreprises. On a tendance à vouloir nous envoyer les crédits accrochés des banques en ce moment. Merci. D'autres questions, interventions, Tfadal? Bonjour, Zied Chenoufi, analyste financier. Je voudrais revenir sur le constat de ces Fadal à propos du marché alternatif, qu'il est encore tôt pour la Tunisie de l'avoir. Mais pour enrichir, il serait possible de redresser le coût par une initiative de l'État. Il est encore trop tôt parce que même la structure des intermédiaires en bourse en Tunisie n'a pas assez de personnel qualifié ni d'équipe pour gérer cette activité de sponsoring pour l'instant. Avec un coup de main de l'État, de facilité, ça pourrait créer des emplois aussi et développer l'activité des intermédiaires et leurs revenus en mettant plus de prépondérance aux revenus des opérations sur capital que l'intermédiation actuellement. Merci. Oui, Tfadal, Karim. Je voudrais répondre déjà à ce... Juste, je voudrais ajouter un petit mot à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, une solution pourrait être l'encouragement donc par le législateur du turnaround capital. Donc, c'est le capital restructuration. Donc, réellement, si le législateur un petit peu essaye de comprendre les vrais problèmes que rencontrent un petit peu les gestionnaires de ces portefeuilles. Et donc, il y a une possibilité de créer éventuellement donc, des fonds de restructuration qui pourraient racheter les lignes de participation qui restent encore viables. Et donc, c'est un moyen un petit peu qui va permettre aussi aux opérateurs initiaux de se désengager de ces lignes de participation. Je souhaiterais revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je considère que ce que vous avez dit est malheureusement un autre cliché qui colle à la peau de la bourse et des intermédiaires en bourse. Contrairement à ce que vous dites, et moi je suis sur ce marché depuis 20 ans maintenant, les intermédiaires en bourse ont substantiellement progressé. Tous les intermédiaires en bourse sont aujourd'hui équipés d'analystes financiers qui publient de la recherche, sont équipés d'équipes de corporate finance. C'est des gens qui ont fait des investissements colossaux, que ce soit des intermédiaires qui appartiennent d'ailleurs à des banques ou des intermédiaires indépendants. Donc je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. On n'a besoin d'aucune aide de l'État. C'est-à-dire si l'État déjà allait s'occuper de ses priorités et nous lâcher nous, ça serait déjà pas une mauvaise chose. On a simplement besoin qu'on lève la main un tout petit peu sur la relation extrêmement schizophrénique que nous entendons, que nous avons actuellement avec le système bancaire tunisien. Est-ce que oui ou non, le système bancaire tunisien a besoin de fonds propres pour ses clients entreprises? La réponse pour moi est évidente, c'est oui. Maintenant, il faudrait inciter, via la Banque centrale, ces banques-là, comme partout dans le monde, à se constituer des départements de marché de capitaux dignes de ce nom et qui, elles, vont ramener en bourse. Yani Fi'oud, le banquier Tunsi, il va à son client lui donner un crédit pour payer un crédit et avoir des niveaux de dette qui font 4 et 5 et 6 et 10 fois les fonds propres. Il serait mieux que ce commercial de la banque commerciale aille voir son client, personne morale, pour lui dire là, on ne peut plus vous suivre sur le crédit, il faudrait une restructuration de bilan et une des solutions serait de vous introduire en bourse par recapitalisation. Ou elle, c'est pas possible, vous avez 85 ans, statistiquement, vous vous rapprochez d'une échéance que tout le monde connaît ici, et qu'il faudrait résolument préparer la succession, parce qu'il y a un problème patrimonial qui... Et ça s'est passé partout comme ça dans le monde. Je ne sais pas pourquoi en Tunisie, on souhaiterait inventer autre chose. Et partout dans le monde, vous voyez le cas marocain, on ne va pas aller voir le cas allemand, voilà le cas américain. Je suis toujours étonné que des gens nous comparent aux États-Unis, d'autres à la France. Comparons-nous au Maroc et à l'Égypte.
qui, objectivement, ne devrait pas être aussi avancé que ça par rapport à nous. Objectivement, hein, sans aucun chauvinisme. Je ne développe ni du corporatisme, contrairement à ce qu'on dit. Je ne suis pas né intermédiaire en bourse, et demain je peux ne pas l'être d'ailleurs. Et je ne développe pas un chauvinisme de Tunisiens qui est contre des Marocains, pas du tout. Mais il faut admettre que les Marocains et les Égyptiens sont très en avance par rapport à nous, parce que les banquiers commerciaux égyptiens et marocains, tels que Tijeri, BMC Capital, etc., ont compris que c'est la main dans la main avec le marché financier. Aujourd'hui, nous n'avons pas une histoire à vous raconter d'une entreprise qui a été ramenée par le système bancaire tunisien pour s'introduire en bourse ou pour être recapitalisée en bourse. Demain, je suis en train de dire quelque chose de très simple. Si les banques se mettent à faire ça, on aura 30 introductions par an sur le marché financier tunisien. Maintenant, si vous avez peur du côté de la demande et de la profondeur de la demande, nous, en tant qu'intermédiaires en bourse, encore une fois, on peut vous rassurer que l'argent est là. Et qu'il faut simplement venir taper à la bonne porte qui s'appelle la bourse de Tunis. Est-ce que c'est un raisonnement qui est très compliqué? Il est très simplé, finalement. J'ai eu du mal pendant des années à le faire admettre. Bon, une réponse entraîne une autre réponse. Je voudrais souligner que je suis analyste et que je sais ce qui se passe chez les intermédiaires et leur capacité actuelle. Comme l'avait souligné M. Zaffa, pour une petite et moyenne entreprise, les coûts sont supérieurs à une entreprise grande qui a un service financier qui pourrait déjà accomplir plusieurs étapes de l'introduction, ensuite passer par l'intermédiaire, les frais de recherche, les spécialistes dans le secteur. Pour répondre aussi à la remarque concernant les banques tunisiennes, j'ai eu l'occasion d'aller contacter des clients, des sociétés, pour leur proposer un refinancement des structures sur capital. Mais on a eu la réticence de leurs banquiers, qui était généralement l'intermédiaire entre nous, parce que le chiffre d'affaires en plus pour nous serait un chiffre d'affaires en moins pour eux. Merci. Merci. Donc, il ne reste plus qu'à faire un dernier tour pour un dernier mot. Je passe la parole à James très rapidement. Un dernier mot. Et si on prend le problème à l'envers, on a beaucoup parlé de simplification des procédures d'accès au marché pour ces PME. Pensez-vous à ce stade d'analyse qu'au contraire, il pourrait y avoir d'autres points à renforcer dans le cadre actuel? Well, let me say that obviously Zafar and I have just parachuted in for a few days. And we've tried to meet with many of you and talk with you and learn what we can about your system and some of the cultural issues that you face. So it's, we certainly can't pretend to understand all of the challenges and history here. But overall, I have to say we are very, very encouraged. Everyone that we met with was very candid and open with us, and expressed a willingness to listen to ideas and open to the possibility of change. So all in all, I would speak for both of us and say we are very encouraged by what we see. And Fadel, you said 24 months from now, I think we will be in a different place than we are today. I think that's very possible. I think it's very possible to see dramatic change, dramatic improvements in a relatively short period of time, based on some of the things that we've commented on today. One other thing that I would say, and my colleague Maya mentioned it on this morning's panel, which is not always a popular topic, and that is enforcement. The hallmark of a mature, vibrant market is active and consistent and fair enforcement of the trading rules. When there is evidence of market manipulation, when there is evidence of insider trading or other improper activity that goes unpunished, investor confidence is shaken. And people are afraid to go to that marketplace because they don't believe that they have a level playing field. They don't believe that it is even and fair for them, that insiders and people perhaps with more money or access to the market have unfair advantages over them.
And one of the things that will be essential will be for the Capital Markets Authority, the Commission, to bring strong enforcement action when wrongdoing is identified and to disseminate the decision, to publicize it. And as you do that, it works to deter other wrongdoers. And it engenders greater confidence among investors, including institutional investors. But when people are aware that these activities go on and there's no impact, there's no repercussion for the wrongdoer, then people stay away from the market. They essentially vote with their pocketbook and say, I'll find a different asset to invest in. I'll invest in real estate, or I'll invest outside of Tunisia, as opposed to investing on my own market, because I think it's unfair to me. So I think another point that Maya made, which is, it may be that the judiciary, the legal system here, is unprepared to handle those kinds of cases. Judges may not fully understand what is an insider trading case, or how you go about proving that somebody has attempted to manipulate the market. And it may be that that requires some education as well, preparing them or having special judges to hear about financial crimes or crimes involving the financial markets. But we think that that's an important step as well. And obviously, it doesn't always work. We can hold ourselves up in the United States as an example of huge problems over the last few years, with very large scandals involving manipulation and insider trading and fraud. But when those wrongdoers are prosecuted, and when they have to disgorge their ill-gotten gains, and when they wind up going to jail, the net effect is that people are encouraged to invest. Merci. Zafar, juste un dernier mot de clôture. Thank you, Adel. I'd like to echo some of James's comments. Over the last couple of days, we've had the privilege of meeting with various market participants, and very impressed by everybody's knowledge of the issues and everybody's passion for addressing the issue and for trying to create a system that does better accommodate the SMEs and does provide better access to capital. And it's quite clear that there is a solid infrastructure already in place in Tunisia, with the Capital Market Authority, with the Stock Exchange, with the Brokers Association, with the venture capitalists, and with the entrepreneurs. And it's encouraging to see that you created something 5 years ago with the alternative market, and you're now recognizing that there may be some faults and some areas where you can improve it for the benefit of the SMEs and for their financing activities. There's obviously a lot of intelligence and experience within this community, and it seems clear that it will obviously take time, and there will be a learning process for everybody involved in the system. But it seems clear that you're moving in the right direction. And just as an aside, I know it is natural for any business or for any sort of structure to look at other countries and other markets and see how they structured, whether it's AIM or the Toronto Stock Exchange or the New York Stock Exchange, and the regulatory requirements in those regimes. But I can tell you firsthand, I mean, there is no perfect system. There is no perfect solution. You will always have issues that you need to address. So even if whatever reforms you do, you can't expect a perfect solution, and you have to keep working at it. You have to keep addressing new issues as they come along, and that is a constant challenge for my stock exchange and for any stock exchange that I've dealt with. So the issues you're dealing with,